Pense à brancher ton micro. Super, merci. Merci pour cette présentation, c'était vraiment sympa. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien, Jérémy. Ok. Alors, donc moi je vous propose une petite présentation de ce qui est possible de faire en .NET sur la Vue. Donc c'est une présentation assez générale sur voilà tout l'intégration de .NET dans la Vue. On va aller assez vite. Donc qui sommes-nous? Nous sommes Yolas. Yolas c'est une toute nouvelle entreprise créée en juillet cette année. Nous sommes deux salariés exceptionnels, Mathieu Rérol, que vous avez déjà vu intervenir dans les conversations, qui est CLA CTA, et moi-même. Et nous avons un gérant formidable qui est Jean-Philippe Brault, qui est aussi le gérant de Phalanx. Phalanx et Yolas faisant partie du même groupe. Alors, je passe assez vite. Qu'est-ce que le framework.net? Alors, le framework.net, c'est un framework de Microsoft qui permet d'exploiter, je vais très vite, hein, mais globalement, les fonctions natives de l'OS Windows. Euh, on a tout un ensemble d'assemblis qui sont dans le GAC, le Global Assembly Cache. Si vous voulez en savoir plus, voilà, je vous laisserai aller vous documenter là-dessus. Là, le sujet de la présentation, c'est surtout de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire en la Vue rapidement en .NET. Dans le quart d'heure que j'ai. Alors, on va commencer par la palette. Donc, la palette de fonctions, elle se trouve dans Connectivity. Et après, il y a une sous-palette .NET où on va trouver le constructeur qui permet de construire un objet .NET, les nœuds de méthode et de propriétés qui fonctionnent exactement comme ce qu'on peut trouver en ActiveX. Pareil, les passages en classe générique ou plus spécifique. Et aussi de quoi enregistrer des callbacks sur des événements .NET. On reviendra là-dessus un peu plus tard. On a aussi une palette de contrôle avec un container.net qui est à peu près identique au container ActiveX, à part que lui intègre donc des objets .NET. Certains sont déjà disponibles nativement dans la Vue, c'est le PictureBox, dont on reparlera pour un certain nombre d'intérêts qu'il a par rapport à l'affichage d'images dans la Vue, ou le Rich Textbox sur lequel je reviendrai pas trop, mais que vous aurez sûrement l'occasion d'essayer de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du .NET? D'abord, on essaie de construire une classe, donc on va naviguer dans une liste interminable d'assemblis disponibles sur votre machine. Il y en a énormément. C'est pas forcément facile de s'y retrouver. Ce que je vous propose pour accélérer un peu les choses, c'est d'aller directement sur ce qui s'appelait avant MSDN, qui maintenant s'appelle learnmicrosoft.com. Et admettons que vous cherchiez une fonctionnalité. Donc ici, je cherche à faire une fonction en .NET qui vérifie l'existence d'un fichier. Je tombe sur cette page file.exist et je choisis donc sur la gauche ma version du .NET Framework que j'ai sur ma machine et il va m'afficher une magnifique euh, page de documentation avec l'espace de nom et ici l'assembly dans lequel elle se trouve. Donc ici, je vois que c'est la mscorelib.dll. Donc, je n'ai pas forcément choisi cet exemple au hasard. La mscorelib, elle contient énormément de fonctionnalités utilisables pour faire voilà, des appels de fichiers, voilà. Il y a beaucoup de choses que vous trouverez qui seront dans cette lib-là. Et j'ai aussi noté celle-ci parce que on voit aussi dans la documentation un petit code C# qui présente euh, comment instancier cette fonction. Et on voit que c'est une méthode statique. Donc c'est une méthode statique, ça veut dire que nous n'aurons pas besoin d'un constructeur pour exécuter cette fonction. On pourra utiliser directement une constante. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc moi, je vous ai présenté globalement euh, une petite liste qui est absolument pas exhaustive de ce que je fais moi
régulièrement en .NET, donc la gestion de fichiers, est-ce qu'il existe, voilà, on verra, je vous montrerai ça dans mon exemple. La gestion de processus Windows, on peut, avec les fonctions .NET, lister les processus, avoir des informations sur ces processus. On peut aussi, je vous montrerai dans un exemple que Mathieu a réalisé, forcer l'exécution avec des droits élevés d'un processus qui peut être très intéressant, notamment dans des phases d'installation d'applications. On peut aussi faire un petit peu de réseau. Je vous montrerai l'exemple d'un ping ou utiliser le WMI, qui est le Windows Management Instrumentation, qui est pareil documenté sur learnmicrosoft.com. Je vous montrerai un petit exemple. En fait, le WMI permet d'accéder à beaucoup de choses du système, des informations sur le système ou voilà, des configurations. Hop, alors on va passer à une petite démo. Donc par exemple, j'ai ici un petit code qui va faire une liste récursive, lister tous les fichiers qu'on trouve dans un dossier. Donc je fais appel pour ça à une fonction qui s'appelle getFiles, qui est de la classe directory. Et si je cherche Rose, en fait, on voit que, bon là il ne l'a pas retrouvé, il faut chercher dans cette liste interminable. Donc elle est dans le mscorelib qu'on trouve ici. Et vous avez là-dedans un système IO que vous pouvez dérouler. Et vous trouvez ici la classe directory. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas utilisé de constructeur parce que c'est une méthode statique. Donc plutôt que passer par connectivity.net et un constructeur comme celui-là, j'ai utilisé directement une constante. Donc ce code-là, vous allez me dire, mais on peut déjà le faire avec cette fonction native de la view qui s'appelle recursive file list. Il faut savoir que celle de .NET est nettement plus efficace pour des très grosses arborescences. Si vous benchez les deux, vous vous rendrez compte de la différence notable en vitesse d'exécution. La différence étant surtout que la partie .NET étant uniquement sur Microsoft. Voilà, ça c'était le premier exemple. On peut aussi, donc, comme je disais, faire du ping. Donc, si vous voulez pas passer, par exemple, par une exécution de commande pour exécuter un ping et parser ensuite toute la partie, tout le retour de l'invite de commande, vous pouvez utiliser le ping disponible en .NET. Voilà, donc tout ce code-là il sera disponible sur un dépôt GitHub. On pourra, voilà, là typiquement, je peux exécuter un ping sur mon localhost ou sur, par exemple, any.com. Voilà, on a tous les paramètres disponibles exactement comme l'invite de commande. Là, j'ai un petit peu poussé le nombre de paramètres, mais c'est pas une obligation. La gestion de processus, donc je vous propose cet exemple qui est très très simple et qui permet de lancer un exe ou voilà, dans ce cas-là un point bat avec des droits élevés. Donc là, il n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas dû retrouver mon fichier. Hop. Et du coup, voilà, il va me demander des droits élevés pour exécuter le point bat qui est vide. Et voilà, si vous voulez par exemple lancer des éléments qui ajoutent des clés dans une base de registre, des choses comme ça, qui nécessitent des droits élevés, ce code-là vous permet de le faire. Hop, et dans le cas, moi, je vais vous faire un petit exemple aussi de ce qu'on peut faire en WMI. On peut récupérer, par exemple, la liste de toutes les imprimantes installées sur la machine, savoir si elles sont disponibles, si ce sont des imprimantes réseau, et savoir laquelle est l'imprimante par défaut. Donc le WMI, c'est un petit peu, ça fait du code qui est un peu généralement assez grand. On se rapproche du stade de football, la taille d'un stade de football, mais voilà, ça reste intéressant. Et typiquement, on peut aussi faire un set du default printer. Voilà. C'est pareil, c'est du code .NET qui appelle des classes du WMI.
qui s'appelle, enfin c'est une classe qui s'appelle Management Object Searcher. Voilà, je vous laisserai jouer avec ça et surtout n'hésitez pas à aller explorer sur learnmicrosoft.com pour trouver ce qu'il vous faut, les méthodes qu'il vous faut, et vous trouverez aussi du coup des éléments qui vont vous aider à l'implémenter en LabVIEW. Hop, je reviens sur ma présentation. Hop, donc ça c'était. Alors, et pour la face avant, donc pour la face avant, je vous propose de jeter un œil à la picturebox.net, qui est globalement un container.net dans lequel on a intégré l'objet picturebox, qui a plusieurs avantages, notamment la gestion automatique de la mise à l'échelle de l'image. Parce que quand vous utilisez une picture LabVIEW standard, si vous voulez faire de la mise à l'échelle, ça va être un peu compliqué. Il ne va pas le faire nativement. On a aussi un autre avantage, c'est la gestion automatique du type de fichier. Vous pouvez intégrer du bitmap, du PNG, du JPEG. Il va se débrouiller pour l'ouvrir, le charger sans problème. Et vous avez aussi quelques autres fonctions, notamment des rotations qui sont disponibles. Donc ça, c'est le premier cas. Et vous avez aussi le choix, par ce container.net, d'appeler d'autres contrôles des librairies.net. Donc là, je vous ai fait un petit exemple avec un objet qui s'appelle un checkbox list, qui vous verrez peut être intéressant pour faire du code un peu plus dynamique que ce qu'on a en LabVIEW nativement. Alors, je passe. Je me permets, rapidement sur Jérémy, il est 54, 55. Voilà, c'est Ça juste pour te marche. tenir informé. Parfait, merci. Donc là, typiquement, j'ai un picturebox qui devrait me charger, voilà, une magnifique image de koala. Donc là, elle s'est mise à l'échelle assez facilement. Si je décidais d'agrandir ou de le rendre un peu plus... Voilà, elle se met à l'échelle, elle se place au centre. J'ai utilisé ce magnifique vert en fond pour vous montrer aussi que le fond du Picturebox est transparent nativement. Donc vous n'avez pas à gérer ça. C'est aussi des choses pour faire des faces avant un petit peu sympathiques, c'est toujours bien. Il y a une question, est-ce qu'on peut mettre autre chose qu'un koala? Oui, je peux vous mettre aussi des pingouins, si vous le souhaitez. Mais c'est bien parce que c'est vous. Voilà. Parce que c'est une question intelligente. C'est très important parce qu'effectivement, si tout le monde pense qu'on peut utiliser que des koalas, ça risque d'être un peu limité. Et la checkbox list voilà, que je voulais présenter, c'est celle-ci. Donc ici, j'ai un container.net dans lequel j'ai choisi un control.net qui est la checkbox list. Et je vais y intégrer, avec pareil un petit peu de code derrière, toute une liste de checkbox qui est dynamique si je veux modifier le nombre. Donc là, je ne l'ai pas fait totalement dynamique, mais si j'en veux 52, il me fait une liste de 52 checkbox qui là ont comme nom leur numéro, mais on peut mettre tout est dynamique, on peut tout modifier. Voilà. Et lorsqu'on ferme ce code, enfin, si je sélectionne, voilà, je peux récupérer les checkbox qui étaient utilisés. Donc ça, voilà, c'est des contrôles qui seront système, parce qu'ils viennent du point .NET qui sera système, qui sont un peu plus dynamiques que ce qu'on peut faire habituellement en LabVIEW, et voilà, qui peuvent être intéressantes pour faire mon boîte de dialogue, par exemple. Donc ça, je vous l'ai montré, voilà. On a aussi un data grid view qui existe. Je vous ai fait un petit exemple là. Il est un peu moins stable. Voilà, ça touche un petit peu à un autre élément du point .NET, c'est qu'il a quand même des limites en termes de stabilité sur certains éléments. On y reviendra un petit peu plus tard. Hop, je retrouve voilà. Tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire des user control, c'est-à-dire que si vous avez quelques connaissances en C# ou en VB.NET, vous pouvez développer votre propre control.net et l'appeler dans votre face avant LabVIEW, toujours dans le container.net. Donc c'est pareil, c'est un petit peu comme je dirais un Xcontrol en .NET. Sachant que vous avez également aussi une gestion des événements. Donc je vous ai fait un petit exemple de ça également. Hop, qui est ici. Donc j'ai développé en
VB.net une magnifique progress bar qui affiche en dessous l'avancement en numérique et qui a aussi une petite gestion d'événements qui permet, lorsqu'on passe un certain seuil, de déclencher un événement. Donc le code il est très simple. Ici j'ai posé mes éléments de la progress bar, j'ai ajouté quelques propriétés. J'ai aussi une petite gestion d'événements qui est ici. J'ai créé un événement qui s'appelle Threshold Reach. Voilà, ici en fait dans la view, on va pouvoir appeler donc les propriétés que j'ai créées. On va pouvoir enregistrer un callback sur l'événement Threshold Reach qui est dans le control.net. Et après, on peut utiliser ce contrôle via sa référence comme n'importe quel objet.net. Donc si je le lance, s'exécute. Là, il vient juste dérouler. On a atteint l'événement, il a exécuté ma callback qui me fait une magnifique mode de dialogue en la view. Hop, et qui continue son exécution tranquillement, sachant que voilà, mon callback fait uniquement une boîte de dialogue. Voilà, donc ça c'est un exemple assez simple, mais on peut faire des choses plus complexes. Si vous avez des choses que vous arrivez à faire sur une face avant en .NET que vous n'arrivez pas à faire en la view, ça peut être intéressant d'intégrer ce genre de contrôle. Bon, ça nécessite quelques connaissances en C# ou en VB.NET, mais c'est pas... Voilà, vous voyez vous verrez le code que j'ai fait là, il est vraiment pas très compliqué. On peut faire assez rapidement des choses assez jolies. Jérémy, les Hop. 59, je te... Ouais, ça marche. Ben, j'ai terminé. Je vous fais un petit. On peut faire aussi dans TestStand. J'avais un petit exemple de ping dans TestStand. Je le mettrai dans le GitHub. Voilà, si vous voulez essayer, en fait, sachant que TestStand intègre aussi très bien l'appel de code.net. Il a un adapteur prévu pour ça. Et vous allez retrouver les mêmes problématiques du nombre d'assemblies dans le GAC. Les limites, je passe rapidement. Il y en a certaines qui sont listées par ENI, que vous retrouverez sur cette page. Et vous pouvez aussi avoir des problèmes quand vous voulez utiliser des versions antérieures de .NET, typiquement pour des versions de la Vue qui ont une limite. Typiquement, la Vue 2010 de mémoire ne va pas au-delà du framework 3. Donc, vous avez besoin d'un petit fichier, un laview.exe.config à mettre à côté de votre exe qui va forcer l'utilisation de .NET 3 pour votre application. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Jérémy. Est-ce que... Alors, les questions. Je me permets... alors, Amaury, si tu veux mettre ton micro, c'est plus sympa. Pas de souci. Non, j'avais juste une question de savoir si on pouvait intégrer non pas du .NET Framework, mais du .NET Core sous la Vue, par exemple en 2022. 2021, je sais que ça marche pas normalement. Alors, très honnêtement, j'ai jamais essayé. Je sais que il me semble que dans la liste des choses que Annie pour l'instant ne recommande pas, il me semble que ça en fait partie. Mais je saurais pas te répondre avec certitude. Ok. Visiblement, il manque des infos dans le chat. Ouais, Mathieu dit qu'a priori c'est non. Cyril Gambini pose une question. Est-ce que des fois ça crache? Alors, moi, j'ai jamais eu de crash sur l'appel de code.net. On avait un souci en la Vue 2013 que la Vue déchargeait pas bien le GAC. Il y avait une petite méthode à faire. Depuis ce moment-là, on n'a pas eu trop de problèmes, si ce n'est les problèmes d'utilisation d'une version antérieure. C'est pour ça que j'ai ajouté cette petite limite dans ma présentation. Après, si vous faites des contrôles custom, je ne sais pas. Moi, les miens n'ont jamais craché. Et après, dans les contrôles qui sont... voilà, il faut bien gérer les références, effectivement. J'ai des contrôles, enfin, c'est vu arriver par exemple sur des graphiques. Il existe des graphiques en .NET depuis le .NET 4.5
Eux, par exemple, moi j'ai déjà eu des problèmes de stabilité, effectivement, ils sont pas forcément tout à fait bien gérés par la Vue, je pense. Voilà, donc je l'ai pas, c'est pour ça que j'ai pas fait d'exemple là-dessus, parce que je n'ai pas essayé depuis, la dernière fois étant il y a peut-être 4 ou 5 ans, donc j'ai pas. Merci Jérémy pour le retour. En tout cas, par rapport au data grid, effectivement, Sébastien rappelle que sur le VIPM, il y a un exemple de Jim Kring, que effectivement BI Technologies avait également fait un truc sur le data grid en .NET pour ceux que ça intéresse. Merci à eux. Il existe un exemple de système exe en .NET. Merci également. Et alors, par contre, il y a une dernière question vraiment dans le fondement avant de passer à Nicolas qui s'impatiente. Mais Cyril Gambini, pour ne pas donner son nom, était un peu étonné de la vitesse de réponse du ping. Et il se demandait si il est très étonné. Là. Il mettait une phrase que j'ai un peu honte à lire. Il trouve que c'est plus rapide qu'une livraison Eni. Alors, c'est pas très corporate comme phrase. Mais effectivement, le ping avait l'air d'être super rapide. Donc, Effectivement, j'étais assez surpris que any.com soit aussi facile à atteindre. Mais il faut croire que le ping est un peu moins long que de charger leur énorme page. Enfin bon. Ouais, et ou puis il de faut encore temps de trouver, passer une commande. Donc, ou de trouver un manuel, comme C'est parce que le dirait. ping, il est en noir et blanc, il est pas en vert. Voilà. Bon, on va, cet enregistrement devra être coupé. Alors, bon, voilà. Désolé. Vous ne le retrouverez pas sur notre chaîne YouTube. Eh ben, écoute, en tout cas, Jérémy, merci. C'était super sympa. Très belle présentation. Merci beaucoup. J'ai vu beaucoup d'applaudissements passer et je te remercie beaucoup. Merci à vous. Félicitations.